Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle session du programme Supply Chain Leaders Webinar sur le thème de la planification. Aujourd'hui, nous avons la chance d'apprendre aux côtés des experts FutureMaster. FutureMaster est un éditeur français de logiciels APS spécialisé dans les solutions d'optimisation globale de la supply chain. Merci à nos intervenants, Lucille Belkacem, chef de produit chez FutureMaster, et Laurent Pajou, responsable du centre d'optimisation chez FutureMaster. La présentation durera 30 minutes et sera suivie d'une session de questions-réponses de 15 minutes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la section Q&A prévue à cet effet en haut de votre écran. Je laisse à présent la parole à Lucille et à Laurent pour commencer cette présentation. Bonjour à tous. Alors, merci Aude pour la présentation. Moi, c'est Lucille Belkacem. Je travaille chez FutureMaster depuis 10 ans en tant que chef de produit et spécialisée sur les solutions de planification. Bonjour à tous, donc je suis Laurent Pajou. J'interviens sur tous les projets de planification de la supply chain avec les consultants FutureMaster, particulièrement dans la modélisation du process et des règles fonctionnelles, et ensuite dans le pilotage du calcul automatique du planning. Alors, nous allons vous présenter en 30 minutes un sujet autour de la planification de la supply chain qui s'intitule donc vers une planification plus stratégique et pilotée par des coûts. Tout d'abord, on va rappeler, parler quelques mots à propos de FutureMaster, puis des rappels sur la planification de la chaîne logistique, les décisions et les enjeux, et les processus standards classiques de planification. Donc ça va être assez rapide. Ensuite, on va parler de l'identification de leviers de gain dans les processus de planification existants. Et ensuite, on va voir avec vous comment on peut venir chercher ces gains via des processus dédiés ou adaptés. Et puis, enfin, on vous parlera d'une illustration sur un cas concret qu'on a mis en place il y a déjà 2 ou 3 ans chez un de nos clients. Donc, FutureMaster en quelques mots. FutureMaster est un APS. Nous avons 25 ans d'expertise sur le sujet de la planification de la supply chain, donc que ce soit sur des solutions de gestion de la demande, mais aussi de gestion de la planification. On est parfois un petit peu moins connu sur cet aspect-là, mais ça fait bientôt 20 ans que FutureMaster fait de la planification avec ses clients. On a donc beaucoup de clients, que ce soit dans l'agroalimentaire, mais aussi dans l'industrie, le textile, la cosmétique, la pharma et la pharmacie. Alors, la planification de la chaîne logistique, je vais laisser Laurent vous décrire un petit peu les décisions et les enjeux de tout ça. Donc, on va vous décrire ça assez rapidement. Donc, tout part de la demande. Donc, que ce soit une demande ferme ou une demande prévisionnelle basée sur un processus de prévision, où on va chercher à définir quand et comment on va satisfaire cette demande depuis quel site. Donc justement, ces sites, ça va être les différents entrepôts, les différentes plateformes, où pour chaque plateforme, on va définir combien je réapprovisionne à chaque période et depuis quel site, depuis quelle usine ou depuis quelle plateforme, etc. Donc ensuite, nous avons le niveau de production avec les usines, les lignes de production associées et les capacités associées. Donc là, l'enjeu, c'est de définir pour chaque période comment utiliser au mieux ces ressources de façon à répondre aux besoins qui proviennent des niveaux amont. Et enfin, le dernier niveau, le niveau des matières premières ou composants, où on va définir pour chaque période combien et à partir d'où, à partir de quel fournisseur j'achète chacune de mes matières premières. Donc les enjeux associés à tout ça de façon assez synthétique. On cherche bien sûr à satisfaire la demande client, la satisfaction du client, qui va aussi nous permettre d'accroître nos parts de marché.
tout en définissant une planification qui va nous permettre de minimiser nos différents coûts pour améliorer notre rentabilité. Donc, à titre d'exemple de coûts, on peut citer les différents transferts ou livraisons en urgence, où on va éviter, par exemple, de faire des livraisons en avion, sachant que le mode de transfert nominal étant le bateau. Et on va également chercher à augmenter, à maximiser notre fonds de roulement en essayant d'immobiliser le moins possible notre capital, notamment en réduisant nos niveaux de stock. Donc voilà, donc là c'était un petit rappel donc des enjeux et des décisions de la planification. Chez Future Master, on va couvrir avec notre solution un peu l'exhaustivité des processus standards de planification. Donc là, c'est un petit schéma. Voilà, donc on va partir de la partie SNOP avec donc son volet qui concerne la gestion de la supply, qu'on appelle souvent supply review. Donc pour vérifier si ou non les capacités et les ressources industrielles sont bien en ligne avec la demande. Ensuite, nous, on a un module chez Future Master qui s'appelle le Supply Network Optimization, qui va permettre vraiment de manière globale et sur un horizon assez moyen-long terme d'optimiser un réseau multi-site, multi-échelon. Et puis ensuite, on a les processus plus classiques, donc le RCCP qui est le Rose Cut Capacity Planning. Donc en fait, c'est un plan de production, mais moyen-long terme. On va juste venir voir les capacités agrégées. Et puis ensuite, les processus plus opérationnels, le MRP, le PDP, le DRP. Donc, on va maintenant regarder dans ces processus comment venir identifier des leviers de gains supplémentaires. On va se concentrer sur la planification opérationnelle parce que, en fait, aujourd'hui, ce qu'on se constate, nous, en tant qu'experts côté éditeur, c'est que c'est quand même ces processus-là qui sont le plus souvent implémentés par l'ensemble des entreprises, puisque c'est des processus qui sont donc en lien avec l'opérationnel, et qui sont en général, qui ont des enjeux très forts d'un point de vue supply chain. Donc, sur ces processus de planification opérationnelle, donc là, on peut parler de DRP, de PDP ou de MRP, ou à la limite de processus qui vont couvrir l'ensemble de ces trois aspects. On va toujours avoir dans ces processus des données d'entrée et on va en ressortir un plan. Donc, ces données d'entrée, là, on les a catégorisées en deux types. Les paramètres et les contraintes, donc c'est-à-dire la description des ressources du réseau de supply chain et des règles de gestion métier. Donc, par exemple, les politiques de stock, les capacités, les cadences de production, les délais, voilà, tout ce genre de choses. Et puis ensuite, on a les données dynamiques. Donc là, c'est vraiment à l'instant T où je fais mon plan, quel est l'état de mon réseau, quel est l'état de mes stocks, de mes encours de production, de mes stocks en transit, etc. Donc, à partir de toutes ces données, l'objectif du processus de planification est de déterminer combien, donc, comme l'a décrit Laurent, hein, combien approvisionner, produire, transférer, distribuer, commander de chaque produit à chaque période de l'horizon de planification. Sur les processus opérationnels, en général, on va être sur une maille soit quotidienne, soit hebdomadaire sur ces processus. Et du coup, sur un horizon entre 0, 3 mois, ou parfois jusqu'à 6 mois. Une fois que le plan est calculé, en fait, on va suivre des indicateurs opérationnels que là, à nouveau, on a séparé en deux catégories. Une partie liée au niveau de service et à la satisfaction client. Donc, ça va être, après, ça c'est dépendant un peu des entreprises. On va trouver les taux de rupture, le niveau de service, évidemment, les couvertures de stock, des notions de délai quand on est en make to order. Et puis, des indicateurs plus liés à l'exécution du plan et on va dire à la qualité du processus de planification. Donc, la stabilité du plan, son suivi, et puis après, des indicateurs plus opérationnels sur est-ce qu'on a fait des dégagements, est-ce qu'on a bien utilisé nos ressources, et puis quels sont les niveaux de stock. Donc tout ça, tous ces indicateurs vont nous permettre finalement de faire de l'amélioration continue et puis de suivre la qualité de la planification. Dans ce processus,
Donc, on a parlé dans les données d'entrée de cette famille de données que j'ai appelée paramètres et contraintes. Et en fait, on constate bien souvent, nous, en faisant les projets avec nos clients, que ces paramètres et ces contraintes sont en fait elles-mêmes des décisions qui ont été ou qui devraient être prises à un niveau supérieur. Donc, Laurent va vous donner quelques exemples. Donc, un premier exemple concerne les calendriers de production. On observe dans un ensemble de processus ou au moins pour certains produits ou certaines familles de produits, on vient prédéterminer les calendriers de production. Donc, un produit donné qu'on va fabriquer seulement une semaine sur deux, chaque semaine paire, ou là, un exemple plus concret, je fabrique des yaourts et en fait, je considère que mes yaourts au caramel, je vais les fabriquer uniquement les mardis et les vendredis. Un deuxième exemple qui concerne les capacités de production. Pour un processus opérationnel, une des contraintes importantes, ce sont quelles sont mes capacités de mes lignes en fonction de leur ouverture, qui vont me permettre de fabriquer plus ou moins de produits chaque jour ou chaque semaine. Et donc là, à titre d'exemple, on va parler d'un site de fabrication qui fabrique de l'électroménager et qui a en particulier une ligne de production dédiée aux climatiseurs et qui fonctionne en nominal en 2/8, 5 jours par semaine. Et un troisième exemple où on a un niveau de décision qui est assez structurant qui est clairement très structurant pour la planification opérationnelle, qui est l'affectation de mes produits ou familles de produits à mes sites de production. Donc là, imaginons que l'on fabrique de la bière, qu'on a 10 brasseries sur l'ensemble de notre réseau, mais nos bières sans alcool, on les produit uniquement sur 2 sites bien définis. Donc, sur ces exemples, on voit bien que ces différents éléments qu'on va considérer comme des contraintes fortes et structurantes dans notre processus de planification opérationnelle, en fait, on peut venir les relâcher sur un processus à un niveau supérieur. Et donc, ces contraintes, elles vont finalement devenir des décisions à prendre qui vont permettre d'aller chercher des gains supplémentaires. Donc, on peut se poser la question sur cet ensemble de contraintes telles que celles qu'on a présentées. Est-ce que ces nouvelles décisions, ces décisions, elles ont été prises à un moment dans le cadre d'un processus? Leurs impacts ont-ils été évalués? Et sur quelle base on pourrait les remettre en question? Donc, à nouveau, Laurent va vous reparler de nos exemples. Donc, si on repart de notre yaourt au caramel que je produis uniquement les mardis et les vendredis, on peut se poser la question de si on reconsidère cette règle-là, qu'est-ce que ça implique? Donc, d'un côté, si on relâche complètement, ça peut permettre de proposer un plan qui est beaucoup plus adapté à la demande. Donc, globalement, on pourrait améliorer le taux de service, on pourrait aussi réduire les niveaux de stock. À l'inverse, le fait d'avoir un calendrier de production qui est prédéfini, ça a aussi certains avantages et ça permet a priori, dans un certain nombre de cas, d'améliorer la productivité constatée à l'intérieur des usines, des sites de production. Donc il faut arbitrer entre est-ce que je veux un plan qui soit adaptable ou je suis prêt à produire les yaourts caramel n'importe quel jour ou est-ce qu'on reste sur un plan prédéterminé. Donc, comment arbitrer entre ces deux types de décisions? C'est ce qu'on essaiera d'illustrer par la suite. Donc, sur mon exemple de ligne qui fabrique des climatiseurs, en fait, ce qui se passe, c'est que les climatiseurs, on a un pic de demande qui est très fort au début de l'été, lorsque les premières chaleurs arrivent. Donc, toute la question, c'est comment je fais pour être capable de satisfaire cette demande. Donc, une première solution assez naturelle, c'est d'anticiper la production tout au long du printemps avec une montée en stock assez significative. Ou alors on est potentiellement capable aussi de passer en 3/8 au lieu de 2/8 et pourquoi pas 6 jours sur 7 au lieu de 5 jours sur 7 sur une certaine période pour absorber ce pic. Et puis, on a également un troisième levier qui peut être ou pas à disposition selon les cas, qui est de délester une partie de cette production, soit sur une autre usine ou une autre ligne de production qui serait moins efficace, mais c'est une alternative possible, ou carrément de sous-traiter cette partie-là. Donc,
Donc là encore, comment déterminer quelle est la meilleure stratégie, sachant que ça peut être un compromis entre ces différents leviers à disposition. Et le troisième exemple à propos de l'allocation de mes bières sans alcool sur mes brasseries, si on prend une casquette production, très clairement, on a envie de produire les bières sans alcool sur le moins de sites possible. Ça va permettre de réduire les coûts d'investissement pour être capable de produire ces bières sans alcool sur mes sites. Et globalement, le fait de le produire sur très peu de sites, ça va me permettre d'avoir des tailles de lot, des batchs de production qui va être beaucoup plus gros, et donc globalement d'avoir une productivité plus importante. Donc globalement, d'une façon générale, ça va me permettre de réduire, de maîtriser mes coûts de production. À l'inverse, si on prend une casquette plus distribution, là, on a envie de fabriquer sur le plus de sites possible pour fabriquer au plus près du client, pour être plus réactif et pour avoir des coûts de distribution plus faibles. Donc, comment mettre d'accord un directeur de la production, un directeur de la distribution sur quelle est la meilleure stratégie? C'est la question que l'on se pose. Merci Laurent. Donc, on a vu donc, que dans ces processus de planification opérationnelle, en général, il y a des contraintes qui sont des leviers de gain potentiels et qu'on peut, en relâchant, finalement, venir considérer comme des décisions, des nouvelles décisions à optimiser. Pour donc optimiser ces nouvelles décisions, nous, on envisage deux approches. La première approche va être d'intégrer ces nouvelles décisions dans le processus existant. Donc, on a un processus déjà en place et on va simplement venir relâcher certaines contraintes du processus de façon à gagner finalement un degré de liberté sur la planification qui nous permettra d'aller chercher de l'optimalité sur le plan. Cette première approche, elle va être applicable lorsque le modèle de données de notre processus opérationnel et sa granularité sont adaptés au nouveau type de décision qu'on va prendre et aussi lorsque la complexité de ce processus est bien maîtrisée. Donc, sachant que quand on va venir relâcher ces contraintes, potentiellement, on va créer, donc, on va ouvrir finalement un nouveau champ de solutions possibles et donc rendre peut-être le problème plus difficile à résoudre. Donc, il faut bien maîtriser cet aspect-là. La seconde approche va être intéressante donc quand on n'est pas dans ces premiers cas. Et du coup, sur cette seconde approche, on va finalement devoir créer un processus dédié à la prise de ces nouvelles décisions. Donc là, on voit sur le petit schéma, on va créer un nouveau processus à une maille supérieure, donc sur un niveau tactique, voire stratégique, qui aura ses propres ensembles de contraintes, de paramètres et de données sur lesquels on va venir prendre ces décisions. Et ces nouvelles décisions sont injectées comme contraintes de notre fameux processus opérationnel. Donc, cette approche-là va être nécessaire lorsque donc, le modèle de données et la granularité des nouvelles décisions à prendre sont vraiment spécifiques. Et aussi lorsqu'on a des impacts sur le niveau décisionnel et organisationnel qui sont importantes. Donc, on ne peut pas considérer que ça va être piloté dans le même processus par les mêmes acteurs que la planification opérationnelle. Pour aller plus loin, on va aussi, donc là c'est le cœur un petit peu de notre présentation, parler du pilotage de la planification par les coûts. Qu'est-ce que la planification pilotée par les coûts? C'est une planification dans laquelle on va venir intégrer l'ensemble des coûts réels, fixes ou unitaires, que ce soit des coûts de production, de transport, de sous-traitance, d'entreposage, de stock, de main-d'œuvre, voilà, tous les coûts qu'on peut avoir sur la chaîne logistique. Et alors, le calcul du plan ne va plus être simplement déterminé par rapport à juste on cherche à faire un plan réalisable, mais il va vraiment être piloté par la minimisation du coût global. Donc, ça veut bien dire la somme de tous les coûts qui correspond au plan que j'ai décidé est minimum. Pour ce genre de planification, on va avoir besoin d'un solveur mathématique.
Alors, pour y voir un petit peu plus clair, on va comparer planification traditionnelle par rapport à planification pilotée par les coûts. Donc, en planification traditionnelle, on a besoin de définir a priori les règles de priorité entre les différents objectifs. Donc là, c'est bien ce que Laurent a montré. Pour chaque nouvelle décision, en fait, à chaque fois, on va gagner sur un certain type d'objectif, mais en même temps, on risque de dégrader un autre objectif en même temps. Donc, il va falloir à un moment, d'une certaine façon, préciser, est-ce qu'on préfère monter en stock ou dégrader la productivité, par exemple, ou est-ce qu'on préfère augmenter les coûts de production et diminuer les coûts de distribution. C'est quelque chose qu'il faut arbitrer a priori. Lorsqu'on est en planification pilotée par les coûts, on n'a pas besoin de définir toutes ces règles a priori, puisque c'est le coût global qui va piloter le plan. Par contre, il va falloir intégrer ces coûts. Donc ça, c'est qui peut être quelque chose d'assez difficile. Ensuite, en planification traditionnelle, donc comme j'ai dit, on va surtout se concentrer sur la recherche d'un plan applicable. Donc ça veut dire qui satisfait les contraintes et les règles de priorité qu'on a définies, qu'on a prédéfinies. Alors qu'en planification pilotée par les coûts, on va rechercher vraiment l'optimalité du plan. Dans la planification traditionnelle, la qualité du plan, elle va être analysée plutôt a posteriori via les indicateurs opérationnels, donc les KPI dont je vous ai parlé précédemment. Alors qu'en planification pilotée par les coûts, l'optimalité du plan, elle est prouvée par un indicateur principal qui est le coût de ce plan. Les bénéfices du pilotage par les coûts, donc tout d'abord que ça va vous permettre l'adoption d'une approche vraiment objective. Donc, ce sera beaucoup plus facile de justifier et d'argumenter des décisions d'investissement ou un choix du planificateur parce que c'est chiffré. On a une évaluation des impacts à la fois opérationnels puisqu'on va garder en suivi les indicateurs opérationnels, mais aussi en termes financiers. Donc, cette évaluation, en plus, on va la faire à la fois si on décide d'investir. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe si j'achète une nouvelle ligne, je mets en place une nouvelle ligne sur mon site de production, je vais avoir un impact sur mon niveau de service, sur des coûts de stock, etc. Et qu'est-ce qui se passe si je décide de ne pas mettre en place cette nouvelle ligne ou peut-être que je vais avoir des heures sup, de la sous-traitance, etc. Donc, on peut bien venir simuler des décisions et avoir une vision éclairée et chiffrée des conséquences. L'autre point très important, c'est que ça va permettre d'avoir un langage unifié et compréhensible sur les impacts des différentes décisions. Donc, ça ne va pas être l'industriel qui parle en termes de productivité, d'efficacité, et puis la supply chain qui va parler en termes de niveau de stock, et la direction, la finance qui vont parler eux en monnaie. Donc, ça va être tout le monde va avoir le même indicateur, un indicateur partagé et que tout le monde peut comprendre. Donc, ensuite, ce qu'on va pouvoir, ce qui vient derrière toutes ces constatations, c'est que plus les décisions qu'on cherche à résoudre ont des enjeux économiques importants et sont des décisions du coup plus tactiques ou stratégiques qu'opérationnelles, plus ça devient important de piloter par les coûts parce que c'est à un moment la seule façon finalement d'avoir une approche, de pouvoir justifier un investissement ou de pouvoir justifier qu'on remette en cause certaines règles établies. Donc, je vais essayer d'illustrer ce que Lucille vient d'expliquer en repartant justement du cas de mes bières sans alcool qui sont fabriquées à date uniquement dans 2 brasseries, puisque c'est celui où a priori les enjeux sont les plus importants. Donc là, on est sur combien de sites et sur quel site je devrais produire mes bières sans alcool. Donc par rapport aux impacts que ça peut avoir sur le processus, déjà par rapport à un processus opérationnel, on va avoir sans doute besoin d'avoir un périmètre un peu élargi, puisqu'on ne peut pas se contenter de uniquement les affectations à date, mais il faut également connaître et définir toutes les affectations qui sont possibles pour les bières sans alcool, mais aussi bien sûr pour les autres types de bières. Et
Si on est sur un processus opérationnel qui est plutôt axé sur la production, on n'a pas forcément intégré de notions précises sur la distribution. Là, pour prendre ces décisions-là, clairement, il faut qu'on aille relativement loin sur la distribution pour être capable d'arbitrer sur quelle est la meilleure décision. À l'inverse, pour ce processus-là, pour prendre ces décisions-là, on n'a pas forcément besoin d'être au produit, au SKU, mais on peut rester à un niveau famille de produits et on peut raisonner avec une granularité temporelle au mois, alors que sur un processus opérationnel, on est clairement à la semaine, voire à la journée. Et enfin, toujours sur les impacts sur le processus, c'est clairement pas une décision qui peut être prise brasserie par brasserie, comme pourrait l'être un plan de production. Là, c'est bien une décision qui doit être prise en centrale, c'est bien un arbitrage qui doit être pris en centrale. Donc, on est plutôt sur la création d'un processus dédié par rapport à un processus opérationnel. Donc, pour revenir sur les coûts, pour prendre la meilleure décision, pour définir la stratégie globale la plus intéressante en termes d'allocation de mes produits au site de production, je vais avoir besoin de définir quels sont mes coûts de production et y inclure les coûts fixes qui correspondra à des éventuels investissements pour être capable de fabriquer ma bière sans alcool sur des nouveaux sites par rapport à ceux existants. Et il faut également intégrer des coûts liés à la distribution sur les coûts de transport et les coûts de stockage pour définir la meilleure stratégie globale. Si je passe à l'exemple des climatiseurs, là, a priori, on peut rester sur un processus existant. On est globalement sur le même périmètre. Simplement, il va falloir intégrer une notion de valoriser le fait de passer en 3/8 par rapport à 2/8. Qu'est-ce que ça me coûte en termes d'heures supplémentaires ou d'intérim? Si je décide de délester, de sous-traiter, il faut que j'y associe les coûts de production et les coûts de transfert. Et enfin, il faut que je sois capable de valoriser mon coût de stockage par rapport à mon anticipation de ma production. Pour, une fois encore, qu'un calcul automatique puisse proposer le meilleur compromis à partir de ces différents leviers. Et enfin, le dernier exemple qui concerne, qui est clairement plus proche de l'opérationnel sur mes yaourts au caramel que je produis a priori plutôt les mardis et vendredis. Si je veux laisser la main au calcul pour me proposer les jours les plus adéquats, il va falloir vraisemblablement que je définisse des règles de gestion supplémentaires, typiquement définir des minimums de lancement ou des fréquences de production pour pas qu'on le propose tous les jours. Et également, peut-être qu'on va être amené à devoir définir des contraintes d'incompatibilité entre yaourts qui étaient implicites, qui étaient implicites du fait du préséquencement, du calendrier prédéfini. Par exemple, on va devoir exprimer que je ne peux pas fabriquer mon yaourt au caramel le même jour que mes yaourts à la fraise sur une même ligne de production. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans un processus existant. Donc, sur l'adaptabilité du plan, on est capable, si on valorise le coût de stock et l'obsolescence, les pénalités, on est capable d'apporter des éléments avec le coût de stockage. Par contre, là, on peut voir que c'est un peu plus compliqué sur la dimension. Si j'ai un plan prédéfini, que ça va m'améliorer ma productivité, mais donc me réduire mes coûts de production. C'est quelque chose, si on creuse un peu, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué à exprimer. Et donc là, c'est un peu le contre-exemple de ce qu'on vous a montré, où faire une planification pilotée par les coûts ne va pas forcément nous aider à mieux exprimer, à prendre une meilleure décision sur des cas comme celui-ci. Donc, on va donc finir cette présentation par une illustration sur un cas concret d'un projet qui a été mis en place chez un de nos clients. Donc là, on est sur une optimisation globale du réseau où on part de nos clients, de notre demande qui sont représentés par environ 300 villes. Chacune de ces villes peut être livrée par un ou plusieurs centres de distribution. On a 9 centres de distribution sur l'ensemble de notre réseau. Et de la même façon, ces centres de distribution sont approvisionnés par différentes usines qui peuvent fabriquer à peu près tous les produits. Donc, on a 13 usines, on a 9 usines en propre et on a ce qu'on appelle des copackers, des sous-traitants. Et donc là, on a deux processus bien distincts. On a un processus
rechallengé tous les mois, où on regarde sur un horizon de 2 ans et à une granularité au mois, où on va venir prendre des décisions assez structurantes. Donc, la première décision structurante, c'est globalement quelle quantité annuelle je vais allouer sur chacun de mes sites, et en particulier quelle quantité annuelle je vais allouer à chacun de mes sous-traitants, sachant que le coût de production de mes sous-traitants va être, le coût de production refacturé par mes sous-traitants va être dépendant de la quantité annuelle que je lui sous-traite. Plus je vais lui sous-traiter un gros volume, plus le coût unitaire va être intéressant. Je vais également prendre des décisions structurantes sur mon sourcing. Je vais décider pour mois par mois ou saison par saison, selon les cas, pour chaque ville, quel centre de distribution et unique centre de distribution va alimenter cette ville. Donc globalement, ces deux grosses décisions sont prises dans un calcul global qui prend en compte tous les coûts. Et donc voilà, on va prendre ces décisions-là qui vont servir ensuite d'input à mon processus opérationnel, ou qui va être donc on est sur un processus hebdomadaire avec un horizon de décision de 3 mois à la maille de la semaine, où là je vais prendre au niveau de ma distribution, finalement je prends plus beaucoup de décisions parce que je suis déjà très contraint par les affectations que j'ai décidées dans mon processus plus tactico-stratégique. Et au niveau de mon plan de production, là, je vais prendre des décisions vraiment assez fines sur qu'est-ce que je fabrique sur chaque ligne de production chaque semaine, en prenant en compte des contraintes plus fines sur des minimums de lancement, la gestion des setups, etc. Et à l'inverse, je vais être contraint par les décisions que j'ai prises à la maille annuelle. Donc là, par exemple, j'ai décidé que pour ce sous-traitant-là, j'allais lui sous-traiter un volume assez significatif sur l'ensemble de l'année, à l'inverse de celui-ci où on lui affecte une quantité beaucoup moins importante. Donc, pour ces deux processus, nos décisions sont clairement pilotées par le fait de vouloir augmenter le niveau de service, donc satisfaire au maximum la demande et mes stocks objectifs sur mes plateformes, sur mes centres de distribution. Et globalement, je cherche à réduire mon coût de production, mes coûts de stock et d'entreposage et mes coûts de transport. Mais en fait, c'est bien la somme de ces coûts que je cherche à réduire. Autrement dit, on est prêt à augmenter de manière globale mes coûts de transport si ça me permet de réduire de manière beaucoup plus significative mes coûts de production. Donc, par rapport à ce qu'on... Donc, un des intérêts, c'est que pour évaluer mon plan, j'ai un seul indicateur qui est mon coût global du plan. Donc là, je vais avoir mon coût global ici. Et ensuite, je vais être capable de voir comment se ventile ce coût global entre ma distribution, mes coûts de production, mes coûts de transfert, etc. Et ensuite, on peut utiliser cet indicateur central. On peut l'utiliser pour ensuite aller voir un peu plus dans le détail. Là, par exemple, je peux voir comment se ventilent mes coûts de production entre mes coûts liés à la sous-traitance et mes coûts de mes usines en propre. Et si je vais encore plus loin, je peux voir sur un entrepôt comment se ventilent mes coûts de stockage produit par produit. Donc, par rapport à ce processus-là, ce qu'on peut mentionner, c'est qu'on a des coûts, enfin, on a une baisse des coûts estimée à 3%, par rapport à ce qui a été fait auparavant. Et on peut également citer le fait que ce processus-là est utilisé pour prendre des décisions d'investissement. Dans le cadre de l'exercice budgétaire tous les ans, où on va évaluer l'impact d'une nouvelle ligne de production sur un site en particulier, ou encore de la création d'une nouvelle usine, pour choisir quel est le meilleur investissement à faire, et aussi pour définir est-ce que cet investissement, j'ai intérêt à le faire dès maintenant, ou est-ce que je peux me permettre d'attendre encore un an avant de faire cet investissement. Voilà, donc pour conclure le webinaire, voilà on va dire les enseignements à prendre avec vous en partant. C'est donc si vous avez des processus de planification dans votre entreprise, c'est de commencer à se poser la question est-ce que dans ces processus existants, il n'y a pas des gisements de gains en fait qu'on peut aller chercher sur des contraintes, des éléments qui sont aujourd'hui pris comme contraintes et qui en fait ne sont pas vraiment planifiés ou en tout cas optimisés sur un processus dédié.
Et donc ensuite, on a illustré comment on pouvait piloter ces décisions dans le cadre d'un processus de planification, que ce soit un processus de planification intégré, donc déjà existant qu'on enrichit, ou dans le cadre d'un processus d'optimisation dédié. Et enfin, pour aller plus loin et d'autant plus si les nouvelles décisions en fait, qu'on va chercher à prendre sont tactiques ou stratégiques, voilà, envisager la planification pilotée par les coûts va vraiment faciliter cette prise de décision et aussi permet de gagner en performance puisqu'on va chercher vraiment le meilleur compromis global sur la planification de la supply chain. Merci à vous deux pour cette présentation très enrichissante. Nous avons reçu beaucoup de questions de la part des participants. Nous allons tenter de répondre au plus de questions que nous allons pouvoir. La première question que nous avons concerne les KPI. Bonjour, les calculs de KPI sont calculés et suivis dans la solution Future Master? Oui, alors bien sûr, tous ces indicateurs peuvent être calculés dans Future Master. C'est toujours le cas dans les processus de planification. En général, ils sont assez spécifiques au métier et à l'entreprise, puisque c'est souvent des indicateurs voilà, suivis et définis par chaque entreprise. Mais on va évidemment avoir tous ces indicateurs, soit les indicateurs de niveau de service, couverture de stock, utilisation des ressources, soit des indicateurs aussi sur l'exécution du plan, donc pourcentage de réalisation du plan, et stabilité du plan dans le temps, etc. Ok, super. Nous avons une autre question qui concerne l'exemple des yaourts au caramel. Pourquoi les coûts de production ne sont pas évaluables? Alors, effectivement, donc en fait, les coûts de production en tant que tels, on sait à peu près on serait capable de les définir. Ce qui est un petit peu plus compliqué dans l'exemple, là, c'est que c'est plus d'évaluer quelle va être ma perte de productivité si je fais un plan que je modifie chaque semaine, qui est différent chaque semaine. En quoi comment mesurer le fait que d'avoir des habitudes assez récurrentes, ça permet d'avoir un meilleur rendement observé à l'intérieur de mon usine. C'est plus ça l'enjeu, en fait, effectivement, que de valoriser vraiment les coûts de production. Ok. On a une autre question qui concerne le challenge que cela représente. Quel est pour vous le plus gros challenge pour implémenter un processus de planification par les coûts? Je vais bien répondre. Donc en fait, je ne sais pas si c'est vraiment le challenge, mais ça va être de déterminer comment déterminer les coûts à prendre en compte et quels sont les bons coûts. Typiquement, on a un certain nombre de questions à se poser sur est-ce qu'il faut que je prenne en compte des coûts fixes ou pas, comment traiter le fait que j'ai certains coûts à disposition et je peux avoir des coûts partiels. C'est comment définir quelque chose d'assez pragmatique pour aboutir à nos objectifs par rapport à tout ça. C'est vraiment trouver le bon compromis là-dessus. Si je peux compléter la réponse de Laurent, c'est aussi parfois challengeant sur la mentalité dans les entreprises, puisque souvent la supply chain voilà, est concentrée sur les volumes et c'est assez compliqué en fait d'intégrer ces données financières parce que ça implique qu'on va avoir de nouveaux acteurs aussi dans les processus et des fois d'un point de vue politique ou mentalité ou de l'entreprise, c'est pas toujours évident. Donc pour moi, c'est aussi un gros challenge sur l'accompagnement au changement sur ces sujets-là. En parlant de typologie d'entreprise, nous avons une autre question qui vient de nous arriver. À qui s'adresse ce type de processus? C'est vrai que parfois, ça peut sembler complexe à mettre en œuvre. Donc, est-ce qu'il faut avoir une taille critique pour l'entreprise à atteindre avant de mettre en place ce type de processus? Et dans quel secteur d'activité on peut mettre en place ce processus? Alors, je dirais que la taille ne joue pas dans ce cas-là. Et que ce type d'approche peut s'adresser à tous les secteurs d'activité. Ce qui va être plutôt assez critique, c'est finalement, comme on l'a montré dans l'exemple, hein, c'est le niveau des décisions qu'on veut prendre et aussi la disponibilité de ces données financières.
Donc, c'est-à-dire plus on va vouloir traiter de la planification tactique ou stratégique, donc sur des horizons moyen-long terme avec des décisions qui ont des enjeux économiques importants, plus c'est intéressant d'adopter cette approche. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Ok. On a une autre question. Comment Future Master peut nous accompagner pour implémenter ce type de projet? Alors, je réponds encore. On peut vous accompagner déjà en fait dans la phase éventuellement d'audit sur les processus existants. Donc, s'il faut venir faire l'identification avec vous de quels sont les leviers de gain, éventuellement faire un ROI sur ces leviers de gain, donc de pouvoir pour aussi valider que remettre en cause ces décisions apporteront suffisamment de gains pour valoir qu'on fasse qu'on y passe du temps. Et puis ensuite, on peut vous accompagner évidemment soit donc dans l'approche d'intégration de ces nouvelles décisions dans les processus existants, donc sur la refonte des processus, soit sur la création d'un nouveau processus dédié, donc comme un projet de planification standard avec les consultants Future Master. Ok, une dernière question. Après, on est obligé de clôturer. Combien de temps faut-il pour mettre en place un processus de planification? Alors, tout va dépendre, enfin, ça va être un peu au cas par cas, j'ai envie de dire. Après, ce que je peux dire, c'est que le temps et la charge de mise en œuvre d'un processus, que ce soit de la planification traditionnelle ou de la planification par les coûts, on ne va pas avoir d'impact significatif sur le temps à y consacrer. Euh, D'un côté, effectivement, pour définir les coûts, il va y avoir un effort supplémentaire à faire. Par contre, ce qu'on a essayé d'illustrer, c'est que ça facilite aussi grandement l'interprétation des résultats. Ça évite d'avoir à définir des règles de gestion qui sont parfois un peu complexes à définir, etc. Et en termes d'appropriation du résultat et du partage du résultat après ensuite dans l'entreprise, ça a beaucoup de vertus. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais en tout cas, entre une planification traditionnelle et une planification pilotée par les coûts, je ne pense pas qu'il y ait de différence significative de temps de mise en œuvre et de temps global du projet. Ok. Bon, écoutez, merci beaucoup Laurent et Lucille pour cette présentation et merci à tous les participants qui ont pu se libérer pour nous rejoindre. Nous aimerions beaucoup avoir votre retour sur ce webinaire. Merci de prendre quelques minutes pour remplir le questionnaire d'évaluation que vous allez recevoir dans quelques instants. Le replay du webinaire vous sera communiqué en début de semaine prochaine. Notre prochain Supply Chain Leaders webinar aura lieu le 19 octobre et sera réalisé en langue anglaise. Il sera présenté par Royal Canin, filiale du groupe Mars. Au cours de ce webinaire, le directeur Supply Chain Monde de Royal Canin abordera notamment les problématiques de planification end-to-end. Merci à tous de nous avoir retrouvés aujourd'hui. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir.